19h heure Alger, le journal de la rédaction et à la une de l'actualité. 2 semaines quasiment après le coup d'État qui a renversé le président nigérien Mohamed Bazoum, les événements s'enchaînent. La CEDEAO a prévu une nouvelle rencontre extraordinaire pour définir les marches à suivre jeudi prochain. Au moment où les autorités maliennes et burkinabées ont envoyé une délégation à Niamey à la rencontre du Conseil militaire et les craintes d'une intervention militaire étrangère justement menée par les casques blancs de la CEDEAO planent encore. C'est le dossier de la rédaction. Et puis, coopération entre l'Algérie et la Malaisie. Le groupe Lion annonce 6 milliards de dollars d'investissement dans divers secteurs, une consécration pour une nouvelle investissement. C'est l'événement attendu de cette fin d'été, le 15e sommet des BRICS qui se déroule en Afrique du Sud dans le contexte mondial actuel. Quelles sont les perspectives de ce sommet? Nous tenterons d'y répondre dans cette édition. L'été 2023 également marqué par des records de température. L'Espagne annonce une restriction sur la distribution en eau. Madame, Monsieur, soyez les bienvenus et sans plus attendre, on entame cette actualité. Plus de 10 jours donc après le coup d'État qui a secoué le Niger et qui a renversé le président Mohamed Bazoum, les événements s'enchaînent. Les dirigeants de la communauté des États de l'Afrique de l'Ouest ont décidé de se réunir en sommet extraordinaire à Abuja. Le conclave sera consacré à la situation au Niger. Cette annonce intervient au lendemain de la fin de l'ultimatum de l'organisation ouest-africaine aux militaires qui ont renversé le 26 juillet dernier. Le président du Niger, Mohamed Bazoum, a noté qu'aucune intervention ou déploiement des forces militaires étrangères n'a été opéré, tout du moins pour le moment. Et de son côté, la délégation conjointe du gouvernement du Mali et du Burkina Faso est arrivée à Niamey. Au menu de cette visite, une rencontre avec les leaders militaires du coup d'État du 26 juillet dernier. Les émissaires de Bamako et de Ouagadougou ont rencontré le président du groupe dit du Conseil national de sauvegarde de la patrie. Selon le porte-parole du gouvernement malien, les discussions ont porté sur les principales décisions prises par le président de la transition malienne, Assimi Goïta, et son homologue du Burkina Faso, Ibrahim Traoré, suite aux sanctions décrétées par la CEDEAO. Par le président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, a porté globalement sur les principales décisions qui ont été prises par leurs excellences le colonel Assimi Goïta et son homologue du Burkina Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, après les sanctions de la CEDEAO. Décision mentionnée dans le communiqué conjoint du 31 juillet 2023, notamment la solidarité très forte à l'endroit du peuple nigérien avec lequel nous partageons à la fois l'histoire et la géographie, également le refus catégorique pour le Mali ainsi que le Burkina Faso d'exécuter ces sanctions illégales, illégitimes et inhumaines prises contre le peuple nigérien. Le porte-parole du gouvernement malien a également déclaré que le Mali et le Burkina Faso n'accepteront jamais une intervention militaire au Niger. Je vous propose de l'écouter. Que ça fait plus de 10 ans que le Burkina Faso, le Mali et le Niger géreront les conséquences négatives, conséquences socio-économiques, conséquences sécuritaires, conséquences politiques, conséquences humanitaires de l'aventure hasardeuse de l'OTAN en Libye. Bien entendu, se pose la question, si ça nous a pris 10 ans, accepter encore une autre aventure de la même nature au Niger nous prendrait combien d'années? On ne sait pas, 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans. Une chose est sûre, le président Goïta et le président Traoré ont clairement dit non, non et non. Nous n'accepterons pas d'intervention militaire au Niger. Il en va de notre survie.
Et le scénario d'une intervention militaire de la part de la CEDEAO au Niger semble s'éloigner peu à peu sous la pression d'une partie de la communauté internationale qui est hostile dans l'Algérie, laissant place à une nouvelle séquence politique, à des scénarios divers, à commencer par celui de la médiation. Les détails avec Leila Gertal. Après la fin de l'ultimatum et les voix de menace d'une éventuelle intervention militaire au Niger, l'ardeur des uns et des autres commence à baisser et le ton utilisé, intempestif et menaçant de la CEDEAO ou de la France a changé, plus modéré. Désormais, les parties menaçantes en semble-t-il mis de l'eau dans leur vin. L'on ne parle plus d'intervention militaire au Niger. L'option serait-elle écartée ou seulement mise en veille ? Pour l'instant, l'heure est au dialogue. La CEDEAO, très critiquée pour ses positions contre les pays africains en difficulté, tente, ou plus exactement, lance une nouvelle médiation après l'échec de la première qui est revenue de Niamey, les mains vides. Une nouvelle réunion donc de crise. Les dirigeants se retrouveront à nouveau jeudi à Abuja pour examiner d'autres alternatives. Il s'agit cette fois-ci d'un sommet extraordinaire. Ceci présage peut-être d'une nouvelle tournure dans le traitement de la crise au Niger, l'éloignant un tantinet soit peu de la menace de l'intervention militaire. Plusieurs facteurs peuvent en être la raison. La question de l'intervention n'ayant pas eu l'approbation escomptée des institutions législatives, des propres instances de la CEDEAO. Désormais, l'espoir renaît de voir, pourquoi pas, les prémices du dialogue l'emporter sur les tambours de la guerre. Et par ailleurs, le Conseil militaire au Niger, reçu du coup d'État du 26 juillet dernier, a affirmé ne pas être en mesure de recevoir une délégation de la CEDEAO ce mardi à Niamey. Par une lettre du ministère nigérien des Affaires étrangères adressée aujourd'hui à l'organisation ouest-africaine, les responsables du coup d'État ont indiqué, je cite, « Le contexte actuel de colère et de révolte des populations suite aux sanctions imposées par la CEDEAO ne permet pas d'accueillir la dite délégation dans la sérénité et la sécurité requise ». Fin de citation. Niger, toujours avec la visite de la sous-secrétaire d'État américaine à Niamey. Objectif de cette visite, mettre fin au coup d'État, a annoncé Victoria Nuland, qui affirme par ailleurs s'être entretenue avec les membres du Conseil militaire. Nuland affirme également que les discussions avec notamment le nouveau chef d'état-major du pays se sont avérées franches mais difficiles. Cela dit, la diplomate américaine n'a pas rencontré le président du Conseil militaire, Abdurrahman Chiani. Nuland reste, cela dit, optimiste et déclare avoir espoir que la voie de la diplomatie l'emporte. La voie d'une solution diplomatique semble faire l'unanimité, c'est du moins ce que laissent présager les déclarations du porte-parole de la Commission européenne. Peter Stano a d'abord réitéré le soutien de la Commission de l'Union européenne aux actions de la communauté des États de l'Afrique de l'Ouest avant de préciser, cela dit, que la discussion est encore possible pour un retour à l'ordre constitutionnel. Par ailleurs, l'Union européenne a suspendu toutes les missions civiles de coopération et de sécurité. Peter Stano, qui s'est exprimé à l'occasion d'une conférence de presse, a déclaré, je cite, « Nous ne travaillerons pas avec des autorités illégales » avant d'exprimer son inquiétude quant aux nouveaux flux migratoires que pourrait provoquer la situation actuelle du pays. Il y a une réunion extraordinaire de la CEDEAO. La CEDEAO en est le principal acteur régional. Quelle que soit la décision de la CEDEAO, elle sera alors mise en œuvre. Et l'Union européenne a déclaré son ferme soutien aux décisions, aux actions et aux efforts de la CEDEAO pour trouver une solution à cette situation. Le Conseil militaire de la sauvegarde de la patrie poursuit donc la mise en place d'une transition. C'est dans ce cadre que les militaires au pouvoir ont nommé un Premier ministre en la personne d'Ali Mohamed Lamine Zeine. L'annonce a été faite par un communiqué lu à la télévision nigériane.
Dans un tout autre registre, les autorités éthiopiennes ont annoncé l'arrestation au cours des 12 derniers mois de 165 et de 121 membres respectivement des groupes terroristes d'El-Shabaab et du groupe autoproclamé État islamique. Et par ailleurs, plus de 3000 personnes soupçonnées d'appartenir à des groupes terroristes et à participer à des opérations de blanchiment d'argent et de corruption et à d'autres activités illégales ont été arrêtées au cours de cette même période. Et sur instruction du président algérien Abdelmejid Tebboune, le chef de la diplomatie algérienne Ahmed Attaf effectuera une visite de travail de 2 jours aux États-Unis à compter de ce mardi. Selon un communiqué du ministère des Affaires étrangères algérien, l'escale américaine du ministre des Affaires étrangères algérien intervient suite à l'invitation du secrétaire d'État Anthony Blinken. Elle s'inscrit dans le cadre des efforts consentis en vue de renforcer la coopération économique et d'intensifier le dialogue politique entre les deux pays en vue de bâtir un partenariat bilatéral stratégique. Je vous le disais en titre, le groupe malaisien Lion souhaite pénétrer le marché algérien. Le mastodonte industriel prépare un packaging d'investissement à hauteur de 6 milliards de dollars dans diverses filières. L'annonce faite par l'API de l'antenne effective des procédures de réalisation vient un poil nommé. Un sujet signé Kherdine Batache. Quel est l'intérêt des entreprises et compagnies malaisiennes pour le marché algérien ? La réponse nous est fournie par le groupe Lion. Le mastodonte industriel a en effet entamé les procédures de réalisation en Algérie de projets industriels structurels importants pour un coût d'investissement global de 6 milliards de dollars. Il s'agit d'un important investissement direct étranger qui permettra la création de pas moins de 10 000 emplois directs. L'annonce faite lors d'une rencontre ayant réuni le directeur général de l'agence algérienne de promotion de l'investissement à Marrakech, une délégation conduite par le PDG du groupe Lion a permis d'officialiser de manière effective l'entame des procédures. Le portefeuille du groupe malaisien comprendrait des projets d'exploitation de ressources minières comme l'aluminium et les minerais de fer destinés à l'exploitation industrielle qui seront réalisés en 2 phases. La première phase concerne la délocalisation de l'unité de production de la fonte de briquetage à chaud avec une capacité de 1,7 million de tonnes par an de la Malaisie vers l'Algérie et la réalisation d'une nouvelle unité de production de paillettes avec une capacité de 4 millions de tonnes par an et ce à la faveur d'un investissement d'une valeur globale de 3,7 milliards de dollars. La deuxième phase portera quant à elle sur la concrétisation du projet de production de l'alliage d'aluminium et la réalisation d'une centrale électrique de haute capacité et ce pour garantir l'autoproduction énergétique. À noter aussi que le groupe Lion a affiché l'intérêt d'investir dans l'aménagement de grandes zones industrielles et ce peu importe l'endroit et de drainer les investissements étrangers. Les projets du groupe Lion en Algérie sous l'égide de la nouvelle loi sur l'investissement viennent concrétiser la nouvelle feuille de route économique mise en place par les pouvoirs publics. Ils démontrent encore une fois tout le potentiel industriel que recèle l'Algérie. Ces projets permettront également de booster la compétitivité du secteur et de valoriser localement les ressources naturelles du pays pour un double objectif. Satisfaire les besoins du marché national et ainsi contribuer à réduire la facture des importations, puis dégager un éventuel surplus de production pour pénétrer d'autres marchés étrangers via l'export depuis l'Algérie. La compagnie aérienne Air Algérie annonce l'ouverture d'une ligne directe reliant Alger à la ville de Johannesburg en Afrique du Sud à raison de 2 vols par semaine, dimanche et jeudi, et ce, à partir du 21 septembre prochain. Le porte-parole de la compagnie, Amin Andalousi, a précisé que l'inauguration officielle de cette ligne était prévue pour le 21 août, soit 1 mois avant le premier vol commercial de la compagnie vers Johannesburg. C'est donc un sommet inédit et différent, celui des BRICS, qui se déroulera en Afrique du Sud la mi du mois prochain. Beaucoup de questions se posent auxquelles Safwan Ben Sabri tentera de répondre.
C'est le premier sommet des BRICS en présentiel depuis la pandémie du Covid-19. Le sommet de Johannesburg relève une importance non négligeable. Conflit en Ukraine oblige. Le conflit ukrainien sert désormais de prisme à travers lequel se dessinent les alliances et les prises de position. C'est dans cette optique que Moscou a déclaré qu'il n'y avait pas de place au sein des BRICS pour les pays ayant sanctionné la Russie. La France d'Emmanuel Macron en fera les frais. Le président français a vu sa demande de participation au sommet être sanctionnée par une fin de non-recevoir. En outre, les candidatures à une adhésion aux BRICS sont légion. Des pays tels que l'Argentine, deuxième économie d'Amérique du Sud, l'Arabie Saoudite ou encore l'Iran ont formellement exprimé leur volonté d'adhérer à l'organisation. Sans oublier l'Algérie, qui a d'ores et déjà reçu l'appui de la Chine et de la Russie. Ils sont au total 23 pays souhaitant faire partie des BRICS. 67 ont été invités, dont 34 ont confirmé leur participation au sommet qui se tiendra du 22 au 24 août. La question de l'expansion du groupe sera par ailleurs l'un des sujets du sommet de Johannesburg. Plusieurs courants existent au sein des BRICS à ce sujet. Le Brésil, initialement réticent à un élargissement, semble revenir sur sa position, privilégiant le consensus et le dialogue. En outre, d'autres sujets sont à la table des discussions, la réforme de la gouvernance globale, à l'heure où l'ONU semble pour beaucoup inapte à gérer certaines crises nouvelles, de l'aveu du secrétaire général de l'organisation, mais aussi de la remise en cause d'un monde unipolaire qui ne sied guère à diverses nations non occidentales. L'utilisation de monnaie nationale dans les échanges entre pays membres sera un autre thème de discussion dans une dynamique globale de dédollarisation du commerce international, sans alternative solide pour l'instant. Les pays du BRICS représentent aujourd'hui plus de 40% de la population mondiale, une expansion qui sera, sur le long terme, accompagnée d'une influence géopolitique grandissante sur l'échiquier international. Et l'Espagne fait face depuis le début de l'année à une sécheresse très sévère. Les vagues de chaleur qui ont accompagné l'arrivée de l'été n'ont pas arrangé les choses. Dans le nord-est de l'Espagne, les réservoirs de Darnus ont connu pour l'activité nautique qu'ils proposent habituellement. Les détails avec Sohila Akilal. Le réservoir de Darnus Bodella dans le nord-est de l'Espagne, un endroit touristique situé dans les contreforts des Pyrénées densément couverts de forêts vertes. Ce spot, qui offre des paysages incroyables aux nombreux touristes, est fortement menacé par la sécheresse. Arthur Durand, riverain de la région, se souvient qu'il y a encore 2 ans, le niveau du réservoir était assez profond pour pouvoir naviguer. Le retraité de 79 ans dit n'avoir jamais vu le réservoir à un niveau aussi bas. Nous avions l'habitude de faire du kayak ici. Il y avait un ski nautique avec un moteur à essence. Nous ne pouvons malheureusement plus naviguer à cause de la faible profondeur de l'eau. La semaine dernière, les autorités catalanes ont imposé de nouvelles restrictions d'utilisation d'eau à 22 villages autour du réservoir. Les 4 premiers mois de 2023 ont été les mois les plus secs jamais enregistrés depuis 1960. La Catalogne et l'Andalousie étant les plus touchés. En raison des températures élevées et de la faible humidité régnant dans l'environnement, une évaporation beaucoup plus importante des réserves d'eau a lieu. Avec les fortes chaleurs, la demande en eau stockée dans les réservoirs augmente notablement. La demande pour la consommation humaine augmente, ainsi que pour l'irrigation des cultures. Par conséquent, les réserves d'eau vont sûrement baisser nettement pendant la canicule. Les 22 villages ainsi que 2 autres dans le sud de la Catalogne, qui comptent environ 25 000 habitants au total, sont en état d'urgence hydrique. Les autorités ne limitent pas encore l'eau pour la consommation humaine, mais l'arrosage à des fins agricoles sera largement interdit et l'utilisation de l'eau à des fins industrielles et à des fins récréatives doit baisser de 25%. C'est clair qu'on ne pourra pas dépasser les 200 litres par habitant et par jour. Nous arrêterons complètement l'irrigation des jardins, des terrains de football et de l'herbe des piscines. Le nettoyage des rues sera également réduit à 0. Cette semaine, l'Espagne fait face à une 3e vague caniculaire depuis le début de l'été. Ce mardi, à Madrid, le mercure culminait à 39 degrés Celsius.
L'Agence météorologique nationale espagnole a publié des alertes météorologiques pour le centre et le sud-est de l'Espagne. L'alerte la plus élevée étant attendue mercredi dans le sud de la péninsule, où les températures devraient atteindre 44 degrés Celsius en Andalousie. Mesdames, Messieurs, nous arrivons à la fin de ce 19h Info. Je vous retrouve à 21h45 pour le point de l'actualité africaine. À tout à l'heure.